Bon, j'ai un nouveau patient là, un Korg AX3000G. Ça sent le costaud, je sais absolument pas comment il marche, il est en panne. Quand on branche une guitare dessus, le son est très faible et il y a une distorsion horrible. Donc ça peut venir de plein de choses, hein. Ça peut venir de la lime, ça peut venir d'un ampli qui a cramé, ça peut venir de pas mal de trucs. La bonne nouvelle, c'est qu'on a le schéma. Ou un Korg, on trouve les schémas, c'est pas comme Alesis, hein, Alesis. Allez-y, qui disait. Bah non. Alors, je sais même pas comment ça s'ouvre. C'est le mystère total. J'aime bien avoir une bécane que je connais pas, comme ça au moins je m'emmerde pas. Bon bah déjà on peut commencer par dévisser la plaque arrière, hein. Ça me paraît logique. On va prendre une petite boîte pour mettre toutes les vis. Allez, on va prendre mon beau cendrier que j'utilise plus. Je fume plus. C'est bien, hein. Depuis longtemps, ça fait 6 ans maintenant. 5 ans et demi. Allez, on dévisse ça. J'ai regardé le prix d'occasion, je sais plus combien, mais c'est ridicule. C'est genre entre 60 et 100 euros, quoi. Donc, effectivement, je discutais avec le proprio du truc, là. Dépanner ça pour une boîte qui a pignon sur rue, qui a une boutique, qui a des frais, etc. Frais de personnel et tout, ça vaut pas le coup. Moi, en auto-entreprise, c'est pas très rentable non plus, hein, je dois dire. Mais déjà, c'est moins lourd quand même à faire. C'est moins lourd, mais de toute façon, je peux pas facturer le temps que je vais y passer parce que sinon, ça vaut pas le coup. Mais je fais ça pour le fun, quoi. Je fais ça parce que c'est marrant à faire, quoi. C'est marrant à faire. Et puis aussi, un peu par idéologie, c'est-à-dire que j'en ai marre de l'obsolescence programmée, j'en ai marre qu'on foute des trucs à la poubelle. Et puis, je vais vous dire franchement ce que je pense du monde du vintage. Ça, c'est peut-être pas encore assez vieux, mais le jour où ça va être vieux et qu'il va y avoir un gars qui va faire un super son et puis on regardera en disant ah bah j'ai utilisé un truc vintage, etc., la X3000 Korg, boum, tout de suite on va le trouver à 500 ou 600 euros le lendemain, quoi, le lendemain. Tout ce marché du vintage, c'est tellement subjectif, c'est tellement n'importe quoi, que moi je dis ça vaut le coup de dépanner, puis on verra bien, hein, on verra bien. On verra bien ce que ça donne, et puis bon, de toute façon on a le droit de s'amuser. Hein. Mais bon, je facturerai pas, je facturerai pas énorme, hein, parce que sinon ça vaut pas le coup après. Donc là on a déjà une première plaque, processeur, sans doute de la mémoire ici, je sais pas ce que c'est, ou un DAC, je connais pas ça. TM-Tech. Parce que là, ici, de ce côté-là, j'ai l'impression qu'on a toute la tuyauterie, des switches, des machins, des trucs, des bidules, mais je ne veux pas la démonter. On va se concentrer sur cette plaquette-là. Il faut que je vérifie. Les tensions d'alimentation. Déjà pour commencer. C'est alimenté en 9 volts continu. Avec le plus à l'extérieur, attention. Comme l'autre plaque pour l'instant ne m'intéresse pas.
Voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre comme ça. Et je vais pouvoir travailler sur la plaquette ici sous tension. Voilà. Je vais mettre juste une feuille en dessous. On ne sait jamais, je mets une feuille en dessous parce que on ne sait jamais, des fois s'il y a un bout de soudure qui traîne, etc., qui fasse un court-circuit. Je nettoie à chaque fois, mais bon, on ne sait jamais. Hein. Voilà. Ah oui, vous connaissez l'histoire de Korg? C'est un ingénieur, je ne sais pas s'il était chinois ou quoi. Il devait être chinois qui va à sa banque et puis le banquier lui dit à l'orgue, parce qu'il avait une espèce comment il finissait tous les fins de phrase par je. À l'orgue. Et puis l'autre, l'ingénieur, il était pas mieux parce qu'il faisait pareil, mais il mettait des K devant. Et l'ingénieur, il répond Korg. À l'orgue, Korg. Et c'est comme ça qu'ils ont donné le nom de Korg à... Ouais, je sais, c'est de pire en pire. C'est de pire en pire. Bon. Je sais plus ce que je cherchais. Tire des conneries, n'importe quoi. Je sais même plus ce que j'ai dit que c'était. Chrome. Alors, vous voyez, quand on ne connaît pas une bécane comme ça, on ne peut pas tout connaître. On passe beaucoup de temps à faire des recherches sur les circuits qui ont été utilisés. Bon, là, le BA, c'est facile. Il y en a un, là, je trouve pas. Bon, heureusement, on a le schéma, donc ça va aller vite. Mais de toute façon, quand on dépanne des bécanes comme ça, au petit bonheur la chance, hein, on m'amène un peu n'importe quoi, il y a toujours une heure ou deux de recherche pour comprendre la philosophie de la machine et puis savoir ce qu'ils ont fait, quels circuits ils ont utilisés. Des fois, ils ont leur propre codage sur les circuits. Des fois, comme là, on a, j'imagine, un DSP, mais c'est marqué Korg dessus, donc je ne vais pas trouver d'informations dessus. On s'en fout un peu, mais bon. De toute façon, je n'irai pas changer le DSP. Hein. Vous avez vu comment c'est soudé. Non, je ne le changerai pas. J'essaierai pour le fun, mais à mon avis, c'est bon. J'y arriverai pas. Ouais, donc on passe quand même du temps à chercher. Et puis on n'a jamais deux fois les mêmes bécanes, donc ça ne sert pas à grand chose finalement. Sauf si un jour, il y avait une grande mode des 3000 AX3000 et puis que tout le monde veuille faire réparer les... ça pourrait arriver. Bon, donc je cherche le schéma et puis on va voir ça. Je vais vous prendre après, avec le schéma, je vous expliquerai grossièrement comment ça fonctionne. Parce que j'ai déjà jeté un œil. Bien, j'ai récupéré tous les schémas, tous les datasheets des circuits. Donc en fait, on a bien ici et ici des régulateurs, low drop. C'est-à-dire à haut rendement, faible perte. Alors j'ai remarqué qu'ils avaient mis des amplificateurs opérationnels de très bonne qualité. Ça c'est bien. C'est très très bien. Donc des faibles bruits avec des bons temps de montée, 7 volts par microseconde. Ultra low noise, grande bande passante évidemment, enfin ça n'a rien d'exceptionnel. Donc c'est plutôt pas mal. Ce sont des 4570. Micro PC 4570. Donc c'est plutôt bien. Donc maintenant ce que je vais faire, alors, je vais vérifier les tensions déjà qu'il y a.
Donc on va le brancher. Je vais vérifier les tensions sur les régulateurs. Hop. Donc on voit que le processeur tourne bien, tout tourne bien, hein, puisque là, je ne sais pas si vous le voyez ou pas. Mon doigt il est où là? Vous ne le voyez pas, mais c'est pas grave. Ici vous devez le voir, là. Ici, là. On voit bien que tout s'affiche normalement. Je peux changer je peux changer tous les réglages, tout s'affiche bien. Donc au niveau processeur, on a aucun problème. Il y a juste le DAC enfin tout le tout le chemin audio. Je vais vérifier donc les tensions, voir si tout va bien. Hop. Donc là normalement, qu'est-ce que j'ai? Ouais, j'ai 7 volts, c'est bien. Là ici je vais avoir, ouais, c'est parfait. 7 volts, là je sais pas, je vais avoir 5 volts, oui. Ah oui, c'est 5 volts, c'est 5 volts. Et dans l'autre, alors l'autre partie un peu spéciale, c'est laquelle? Est-ce que j'ai pris son datasheet? J'ai pris son datasheet. Donc ça c'est un double régulateur, 3,3 volts. 2 fois 3,3 volts. Eh ben on s'en fout parce que 3,3 volts c'est pour le processeur, donc c'est forcément bon. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Évidemment il ne donne pas les sorties. En 5 j'ai 3,3 volts. Donc 1, 2, 3, 4, 5. On va vérifier pour voir. Ouais, parfait, 3,3 volts. Il y a une autre sortie. De toute façon, je suis sûr que ça marche. Et une V0, voilà, bon, ok. Donc on n'a pas de problème d'alimentation, hein, ça c'est clair. 5 volts, pile poil, pile poil. Et là on a 6 volts 99 pour 7 volts, c'est parfait. C'est parfait. Donc, les alimentations sont bonnes. C'est déjà. On a déjà avancé. J'aurais préféré que ce soit les alimentations, ça aurait été plus simple. Mais bon. Ben maintenant, il va falloir suivre. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais brancher un générateur. Je vais envoyer un signal à 1000 Hz qui simule le signal de guitare. Puis on va le suivre et on va voir là où ça merde, quoi. Là, il y a plus. Là, après, c'est un petit boulot de détective. Il faut suivre, il faut tracer le signal jusqu'à arriver à quelque chose de louche. Donc, on passe à l'analyse du schéma. Petite analyse vite faite. Hein, je vais pas vous prendre la tête avec ça. C'est juste pour regarder un peu ce qui se passe. Donc, comme on avait tous les afficheurs et tout ce qui était, on va dire, lié au CPU, qui est un DSP en fait, hein, qui fonctionnait, donc on ne s'occupe pas de cette partie-là. On va s'occuper plutôt de la partie analogique qui est réduite à ça, ici. Donc ici on a l'entrée, un buffer, un premier buffer, petite amplification, adaptation d'impédance, un switch qui va servir à commuter le return, à commuter le bypass, etc. C'est un 4066. Des switches électroniques qui sont, on va dire, moyens. Il y a mieux, il y a pire. Ensuite, un autre étage buffer avec un gain de 1. Et ensuite, là, on a un circuit qui est intéressant, c'est une préaccentuation. On préaccentue les aigus avant d'attaquer le convertisseur analogique digital pour éviter du bruit. Alors, c'est un peu long à expliquer. Moi, je vous renvoie sur les vidéos de JP Horn, J-I-P-I-H-O-R-N, JP Horn, qui explique que c'est un spécialiste des convertisseurs, etc., et qui explique ça très bien. Alors là, on remarque qu'on a une amplification 24 dB sur le in-L, qui est en fait le in mono, alors qu'on n'en a pas sur le in-R. J'ai pas d'explication pour ça, sauf que ça doit faire partie de leur salade interne, c'est-à-dire qu'en fait, à partir d'un signal mono, ils recréent un signal stéréo, et ils n'ont pas besoin de le traiter à un niveau suffisant. Je sais pas, j'invente un peu, mais je sais pas trop pourquoi. Mais c'est logique vu que le système est mono du début quasiment jusqu'au traitement. Après tout, pourquoi pas. Je n'ai pas vraiment d'explication précise. Ensuite, eh bien, évidemment, comme on a préaccentué, il faut désaccentuer.
Donc on désaccentue le signal derrière. On a un réglage de volume. On a l'entrée auxiliaire qui arrive juste ici, derrière. Donc l'entrée auxiliaire, elle est vraiment directe. On a un étage de buffer. Et puis on a les dernières préamplifications et un étage de mute. Ici, on a la sortie SPDIF. Donc en fait, le signal audio fait ça. Hop, il arrive dans le signal, dans le convertisseur analogique digital. Il est traité dans le CPU, ça fait sa petite tambouille ici, ça repart par là, ça sort par ici, et on sort sur phone out, LR. Et là, ils l'ont pas mis, mais il y a aussi un départ vers le... Je regarderai, il y a un autre départ là-dessus. Bon, donc qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, je vais vous montrer l'autre type de schéma. Alors, on a la même chose, mais ce coup-ci en schéma électronique, où on voit les composants. Alors, on voit qu'on a des amplificateurs opérationnels qui sont d'assez bonne qualité, sans être extraordinaires. J'ai dit plutôt qu'ils étaient de très bonne qualité. On va dire qu'ils sont de bonne qualité, il ne faut pas non plus exagérer. Là, on voit les switches, hein, c'est des 4066. Donc, qu'est-ce que j'ai fait pour détecter la panne? J'ai rentré du 1000 Hz ici, et puis on suit le signal, tout simplement, tout bêtement. On regarde ici, on met l'oscilloscope ici, le signal était bon, une belle sinusoïde, pas de problème. Ici, belle sinusoïde, pas de problème. Donc ça, c'est le filtre de préaccentuation. Ici, pas de problème non plus. On rentrait jusqu'aux entrées du convertisseur analogique digital qui s'appelle codec, là. Il n'y avait pas de problème. Traitement du DSP, on ressortait ici, le signal était propre, correct. On passait le fil de préaccentuation, de désaccentuation ici, réglage de volume, nos problèmes. Bufferisation, ici, nos problèmes. Enfin, buffer, j'appelle ça un buffer, mais c'est une adaptation d'impédance, en fait, parce que c'est un gain de 1. C'est juste pour préparer le signal à attaquer les 4 amplificateurs opérationnels ici. Sortie des amplificateurs opérationnels ici, pas de problème. Ici, pas de problème, donc sur l'headphone. Donc l'headphone, lui, marchait correctement. Par contre, ici, on sortit là, ici, pas de problème, mais ici, plus rien. Enfin, plus rien. Le signal était complètement distorsionné. C'est-à-dire que la belle sinusoïde que j'avais jusqu'ici, là, elle était complètement distorsionnée. Et ici, et ici, et ici, gauche-droite. Alors, à quoi servent ces transistors? Ces transistors font le mute, en fait. Ils sont commandés par ce transistor-là avec un schéma extrêmement bizarre. Là, ils n'ont pas fini... c'était en plus, ils n'ont pas mis les valeurs, etc. Bon, en gros, on envoie un signal sur ce transistor qu'il faut considérer comme une grosse vanne. On ouvre la grosse vanne et en ouvrant cette grosse vanne, on ouvre les 4 petites ici. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on ouvre cette vanne? C'est un robinet, hein. Un transistor, c'est un robinet. Il faut le considérer comme un robinet. Quand on ouvre le robinet ici, qu'est-ce qu'on fait? Le signal qui arrive ici, au lieu de continuer par là, ici, on a la masse, pouf, il va aller à la basse. Et donc, on a muté la sortie left et right, aussi bien que d'ailleurs que headphone. Et d'ailleurs, si on regarde, il y a une ligne qui part par ici. Et on mute aussi... elle est où la ligne? Et on mute aussi le send, avec exactement le même principe. Un transistor, c'est-à-dire un robinet qui s'ouvre et qui met le signal audio, pouf, à la masse, et on n'a plus rien de ce côté-là. C'est en fait un mute par court-circuit. On court-circuite la sortie. Alors c'est fait exprès, hein, donc on ne risque pas de péter quelque chose. Donc ces 2 transistors-là avaient pété, oui, Q3, Q4. Celui-là était bon.
cela était bon. Donc en fait, c'était assez facile. J'ai suivi le signal parce que j'avais pas fait tous les tests au départ. Mais si je m'étais rendu compte dès le départ que le headphone fonctionnait, que les scènes fonctionnaient, j'aurais vite circonscrit le truc. Mais de toute façon, j'ai bien suivi le signal et j'ai appris pas mal de choses sur leur manière de faire. Bon, je vais pas rentrer dans le détail, mais il y avait des petites choses intéressantes. Alors en deuxième partie, je vous montrerai la réparation. Parce que ce sont des petits transistors SMD et ils sont tout petits. La réparation et puis le test du corps, il y a un peu ce que j'en pense, parce que c'est une machine qui est pas chère et à mon avis ça vaut le coup de s'équiper pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent, qui veut. Alors évidemment, les effets sont propres, hein. Ça souffle pas, mais ça m'étonne pas trop parce ils ont choisi des amplificateurs opérationnels très faible bruit. Et ça, c'est plutôt un bon choix. Ça souffle pas, le signal est plutôt propre. Les effets sont loin d'être ridicules. Pour quelqu'un qui débute la guitare électrique, un jeune ou un vieux, mais qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui vont pas se payer un accès fixe ou un truc comme ça, qui vont pas se payer non plus des pédales, parce que les pédales, au bout d'un moment, ça revient cher, hein. Si on veut se faire un pédalboard assez complet, ça revient le prix d'un accès fixe ou quelque chose comme ça. Donc, ça, c'est une bonne alternative. C'est entre 60. Alors, les prix ont un peu augmenté par rapport à ce que je disais avant. Alors, 3 semaines après, on n'en trouve plus à 60 euros. J'en avais vu deux à 160 euros. Ils sont partis, apparemment. On les trouve entre 100 et 150. Si on les prend au Japon, alors eux, ils délirent complètement, c'est 200 euros. Mais ça, de toute façon, pour moi, cette bécane-là, elle vaut 100 euros. 100 euros, c'est correct. Mais pas plus, hein. Voilà, donc on va passer à la suite. On va passer à la suite, qui est la réparation et le test audio guitare à la main de la bécane. Allez, à plus.